Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir si l'économie circulaire peut aider les entreprises à dépasser leurs points morts. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Au préalable, rappelons que le poids mort est le niveau de production nécessaire pour que le chiffre d'affaires compense les coûts. Au-delà du point mort, l'activité de l'entreprise est bénéficiaire, le chiffre d'affaires est supérieur au coût. En dessous du point mort, l'activité est déficitaire, le chiffre d'affaires est inférieur au coût. Les coûts sont habituellement décomposés en coûts fixes et coûts variables. Les coûts fixes représentent les coûts indépendants de la production, par exemple le loyer. Les coûts variables sont fonction du niveau de la production, par exemple les achats de matières premières. Le périmètre des coûts considérés peut varier selon les cas. Dans une première analyse, on peut ne considérer que les coûts d'exploitation, achats, loyer, salaire, énergie. Dans une analyse plus complète, on considère également les coûts financiers, les charges d'intérêt des dettes, mais aussi le coût du capital. Nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur. Le minimum vital attendu par les investisseurs est qu'une entreprise dépasse son point mort. Nous verrons d'abord que l'économie circulaire agit sur les coûts variables, puis nous verrons que l'économie de la fonctionnalité, qui est un cas particulier de l'économie circulaire, agit sur les coûts fixes. Enfin, nous verrons deux exemples de leviers de développement de l'économie circulaire, à savoir les cadres réglementaires européens et français et le développement d'un nouveau modèle économique à base d'abonnements. Voyons tout d'abord les effets de l'économie circulaire sur les coûts et notamment les coûts variables. L'économie circulaire vise en premier lieu à minimiser l'extraction de matières premières en favorisant des boucles de réinjection aux différentes étapes du cycle de vie d'un produit. La réparation permet d'allonger la phase d'utilisation d'un produit, la remise à neuf permet la remise en vente sur le marché, le recyclage permet de récupérer une partie des matériaux. L'économie circulaire vise en deuxième lieu à minimiser la production de déchets et dans une vision aboutie, la notion des déchets n'existe plus, le déchet étant une matière première à part entière. La Banque européenne d'investissement estime que l'économie circulaire présente des opportunités de réduction de coûts économiques. Par exemple, dans le secteur automobile, fabriquer à partir de composants recyclés permet des réductions de coûts de l'ordre de 30 à 50%, ainsi qu'une réduction des déchets de l'ordre de 70%. La Banque européenne d'investissement souligne également que l'économie circulaire permet de trouver une utilité aux coproduits des chaînes de production et de générer de potentielles sources de revenus, ce qui aide les entreprises à s'éloigner de leur point mort. Poursuivons avec l'exemple du secteur de l'agriculture. Un producteur agricole est soumis d'une part aux variations des prix de marché des produits agricoles et d'autre part à la volatilité du prix des engrais. Pour un producteur de blé, le prix de la tonne de blé a atteint un pic en 2022 à plus de 350 € la tonne du fait de la diminution des exportations ukrainiennes. Depuis 2022, le prix suit une tendance à la baisse, moins 33% entre les étés 2022 et 2023, moins 6% l'année suivante et moins 11% encore entre 2024 et 2025. Concernant le prix des engrais, ceux-ci sont liés au prix du gaz naturel dans la mesure où leur production nécessite l'utilisation de gaz naturel. Le prix des engrais a progressé de plus 50% sur la période allant de 2020 à 2025, avec un pic en 2022 à plus 140% du fait du conflit en Ukraine. Entre les variations du prix du blé et les variations du prix des engrais, une exploitation de blé est généralement déficitaire, comme on peut le voir sur l'exemple d'une exploitation de blé située en Normandie. Sur l'ensemble de la période allant de 2018 à 2023, la somme des coûts est supérieure au prix du marché, sauf en 2022. Seules les subventions permettent à l'exploitant de se rapprocher du point mort. La hausse des coûts d'exploitation est très largement due à la hausse des coûts variables, et en particulier du coût des engrais, qui représente 17% de l'ensemble des coûts en 2023, contre 9% 5 ans plus tôt. Voyons quels sont les leviers apportés par l'économie circulaire.
Une première solution circulaire consiste à utiliser plus de fertilisants organiques, c'est-à-dire les fertilisants qui ont une origine exclusivement naturelle, animale ou végétale et qui ne dépendent pas ou peu du prix du gaz naturel. Sur l'ensemble de la consommation des fertilisants agricoles, la part des fertilisants organiques est passée de 28% en 2011 à 43% en 2024. Selon l'Union des industries de la fertilisation, cette tendance s'explique en partie par le renchérissement des fertilisants minéraux, mais aussi par une stratégie visant à améliorer l'état des sols, ce qui favorise des rendements élevés et qui augmente les chiffres d'affaires. Une deuxième solution circulaire pour faire baisser le coût des fertilisants est d'utiliser davantage de fertilisants généralement gratuits, à savoir les effluents d'élevage et les boues de stations d'épuration. Toutefois, je cite, la pandémie de Covid-19 a imposé une hygiénisation systématique qui aurait conduit à un arrêt des projets de compostage en faveur de l'incinération, selon un rapport de l'Assemblée nationale. Les collectivités territoriales et des organisations professionnelles jugent les conditions de retour au sol plus contraignantes et inéquitables pour les boues d'épuration que pour d'autres matières fertilisantes. Passons maintenant à l'économie de la fonctionnalité, qui est souvent présentée comme un cas particulier de l'économie circulaire. L'économie de la fonctionnalité repose sur la mise à disposition d'un usage plutôt que la possession d'un bien. Autrement dit, il ne s'agit plus d'acheter un bien, mais de payer un service qui est rendu à l'aide du bien en question. Par exemple, un service de partage de voitures peut potentiellement se substituer à l'achat d'un véhicule. Pour être rentable, une entreprise de l'économie de la fonctionnalité a tout intérêt à prolonger au maximum la durée de vie des produits matériels. En ce sens, l'économie de la fonctionnalité est un modèle économique qui s'appuie sur l'économie circulaire. Prenons l'exemple de Michelin. Dans les années 2010, les transporteurs de marchandises par camion rencontrent des difficultés économiques. Le volume de marchandises transportées par route suit une tendance baissière et le gazole, qui est devenu le premier poste de dépense des entreprises, avec un prix à la pompe en croissance de 4% par an entre 2005 et 2012. En d'autres termes, les entreprises de transport routier se rapprochent dangereusement de leur point mort. En 2013, Michelin lance une offre de service EffiFuel, qui consiste à ce que Michelin loue l'utilisation de pneus à la société de transport et Michelin reste propriétaire des pneus. Il s'occupe également de l'entretien des pneus et parvient à allonger leur durée de vie d'un facteur 2,5. Dans son communiqué de presse de l'époque, Michelin calcule que son offre de service FlexiFuel permet à un transporteur routier de doubler son résultat net, voire plus, grâce à la réduction de consommation de carburant du fait d'un meilleur entretien des pneus. Grâce à cette offre, le client transporteur voit son point mort baisser et sa situation financière s'assainir. Cette économie de la fonctionnalité bénéficie également à Michelin. En effet, elle contribue à améliorer la prévisibilité des résultats futurs, car les contrats d'abonnement sont pluriannuels, alors que l'activité traditionnelle de vente directe de pneus est très sensible aux cycles économiques. Toutefois, l'activité de location de pneus ne représentait que 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, c'est-à-dire 2,4% du chiffre d'affaires global. Le nombre de véhicules sous contrat n'a pas progressé depuis. 12 ans après son lancement, l'activité de location de pneus reste donc émergente. L'activité de location de pneus permet à Michelin de collecter des données d'usage et de mieux connaître ses clients. Michelin a désormais accumulé suffisamment de données pour mettre en œuvre des algorithmes performants pour optimiser les coûts de ses clients, mais aussi ses coûts internes liés à la fabrication, réparation et distribution des pneus. L'économie de la fonctionnalité repose certes sur l'économie de la circularité, mais aussi et sans doute sur l'économie de la donnée. Terminons sur quelques perspectives de développement de l'économie circulaire et de l'économie de la fonctionnalité. Au niveau européen, un cadre réglementaire s'est mis en place dès 2010 pour soutenir le développement de l'économie circulaire, notamment via 2 plans d'action publiés en 2015 et 2020. Ces plans d'action portent essentiellement sur l'éco-conception des produits, l'efficience des processus de fabrication et l'allongement de la durée de vie des produits. L'objectif est de doubler d'ici 2030 le taux de matière recyclée dans la consommation de matière. Plus précisément, le taux de circularité,
passerait de 11,5 à 23%. Toutefois, la Cour des comptes européenne estime cet objectif très ambitieux dans la mesure où le taux de circularité n'a progressé que d'1 point de pourcentage en 12 ans, entre 2010 et 2022, et que les plans d'action ne sont pas juridiquement contraignants. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, a renforcé en 2020 le mécanisme de pollueur-payeur, mais aussi la lutte contre l'obsolescence programmée et l'aide à la réparabilité avec la création d'un indice de réparabilité pour les produits électriques et électroniques. La loi s'attelle aussi aux déchets plastiques et prévoit une augmentation progressive des taux d'incorporation de matières recyclées dans les produits neufs, ainsi que la fin généralisée des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, avec des échéances plus rapprochées dans certains cas comme la restauration rapide depuis 2023. La loi AGEC pose également des objectifs pour la commande publique, dans l'objectif de faire levier sur le reste de l'économie. Près de la moitié de la commande publique, soit environ 59 milliards d'euros par an, doit comporter entre 20 et 40% de produits réemployés ou intégrant des matières recyclées. Enfin, la mise en œuvre de la loi fait l'objet d'un suivi régulier par l'Assemblée nationale et le Sénat, et de nouvelles propositions sont adoptées, comme l'instauration d'une TVA circulaire à 5,5% pour les produits réparés. Outre le levier réglementaire, l'économie circulaire pourrait se développer via le développement de l'économie de la fonctionnalité et en particulier des abonnements. Selon l'entreprise de services numériques OnePoint, le consommateur recherche en priorité une solution à son besoin plus que l'acquisition d'un produit en lui-même. Ainsi, il s'agit moins de s'abonner à des capsules de café que de se simplifier les courses alimentaires en déchargeant une partie de notre charge mentale. Ce mode de consommation récurrente peut conduire à augmenter notre consommation sur certains biens courants ordinaires, mais elle peut également nous réfréner à acheter certains équipements qui ont un fort impact environnemental, tout en bénéficiant de services complémentaires comme des conseils, des réparations, des reprises de produits. Par exemple, des abonnements existent pour des produits électroniques grand public, l'habillement ou encore les voitures. L'entreprise qui loue les biens a un intérêt économique à prolonger au maximum la durée de vie des produits. Les perspectives de développement sont importantes. Selon UFC Que Choisir, un foyer français dépensait 1 732 € par an en abonnement en 2020, en croissance annuelle à 2 chiffres. C'est quasiment le double aux États-Unis, 2 800 € par an, sur une palette de services plus large et plus diversifiée. On peut penser qu'il y a un contraste entre la conception intellectuelle du développement de l'économie circulaire et la façon dont cette économie se développera réellement. L'économie de la circularité a émergé du fait de lois coercitives et son développement est resté en deçà des attentes. Le changement structurel de l'économie pour se convertir à l'économie circulaire nécessite un changement préalable peut-être plus profond encore, à savoir la numérisation de l'économie et le développement d'une économie de services, souvent basée sur des abonnements, qui semble propice à l'émergence d'une économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité s'appuie ici par intérêt économique sur une économie circulaire, largement gérée par les entreprises elles-mêmes, libérant le consommateur final d'une partie de la gestion des ressources et des déchets. En conclusion, l'économie circulaire peut aider les entreprises à s'éloigner de leurs points morts. L'économie circulaire reste fragilisée par les fluctuations de prix de marché des matières premières, ainsi que par des incertitudes réglementaires. Une économie as a service, à base d'abonnements, semble pouvoir se développer largement par intérêt économique et non pour des raisons coercitives, et semble, par certains égards, favorable à l'économie circulaire.